L'idée est que je vous parle des sanctuaires souterrains de Saint-Émilion. J'entends par là essentiellement ceux qui sont en ville, euh, la monolithe et ce qu'il y a autour. Alors, je voudrais, si vous me permettez cette étrangeté, je voudrais commencer par le milieu de l'histoire. Je voudrais commencer au moment vers 1140, quelque chose comme ça, au moment où le sanctuaire bâti sur le plateau supplante le sanctuaire taillé dans la roche. Ce qui marque, comme l'a dit Frédéric Boutoud, la victoire de l'épiscopat sur la seigneurie laïque. Commencer donc par cette opposition entre le souterrain et l'aérien, un dualisme qui n'est pas sans évoquer, me semble-t-il, je ne suis pas philosophe ou théologien, mais à mon avis, enfin, ça évoque très bien Platon ou encore plus Augustin. Et je suis à peu près sûr, là aussi, que les évêques réformateurs grégoriens et Geoffroy du Lauroux, dont la semaine prochaine vous parlera Juliette Masson, n'auraient pas, enfin, sont bien dans cette perspective quand ils font sortir un nouveau sanctuaire hors du sol, avec cette opposition, donc entre souterrain et aérien, qui me servira un petit peu de point, de fil conducteur sur plusieurs d'éléments. Et ensuite, on verra l'évolution de ce sanctuaire dévalué, et puis je reviendrai sur les prémices pour terminer avec les perspectives actuelles que l'on peut avoir sur cet ensemble. Mais avant, il faut quand même que je vous présente rapidement les lieux et quelques types de sépultures pour éviter d'avoir des difficultés trop grandes de compréhension. Alors, donc, ce sont les sanctuaires ici, autour de la monolithe, dont je veux parler, pas les sanctuaires extérieurs, pas la Madeleine, par exemple. Il y a d'autres éléments souterrains, il y en a tellement de souterrains à Saint-Émilion. Mais c'est cela dont il s'agit dans mon propos. En voici un plan sommaire où j'ai positionné ce que tout le monde connaît, l'église monolithe et sa première travée, que je souligne, même si la première et la dernière, comme je vais vous le dire dans un instant, on numérote toujours les travées depuis l'entrée vers le chœur. L'église qui a une galerie d'accès, précédée par un parvis, aujourd'hui séparé de la place du marché par un dénivelé assez marqué. Les galeries de la rotonde et des catacombes, avec à côté et partiellement dessus une cave ancienne, en fait un habitat troglodytique, et une carrière, et à l'extérieur, une cour qui sépare cet ensemble de la Trinité et en dessous de cette chapelle, l'ermitage supposé d'Émilion. La propriété de cet ensemble est partagée. La municipalité, depuis la fin du 19e siècle, est propriétaire de l'église elle-même. Depuis 2 ans, oui, c'est quelque chose comme ça, elle est devenue propriétaire des catacombes, ainsi que la carrière et la cave par derrière. À côté, se trouvent dans des mains privées la rotonde, la Trinité et l'ermitage, mais il y a une convention qui lie les propriétaires à la municipalité. À l'extérieur, le clocher, qui est un point quand même clé, et le mur dit des créneaux, même s'il n'a pas de créneaux, ni de merlon, complète à peu près cet ensemble.
ensemble qui est souligné de manière très importante par les protections aux monuments historiques, le classement de l'église monolithe 12 juillet 1886 en même temps que la Tour du Roi et les remparts. La collégiale était dans la première liste, celle de 1840. L'intérêt vers des éléments troglodytes, en particulier pour ce qui nous intéresse, est un peu postérieur, comme vous le voyez. Le clocher, l'extension du classement au clocher est de 1907. La Trinité appartient à la liste de 1889, ainsi que l'Ermitage des Millions. Et de manière beaucoup plus récente, l'épitaphe de Costolus a été inscrite au titre des objets le 18 juin 2020. Quant aux galeries des catacombes et de la rotonde, l'inscription a été décidée le 17 septembre 2020, mais les circonstances actuelles n'ont pas permis la publication de l'arrêté, donc c'est en cours. Cela dit, la proposition de classement va être bientôt instruite par la Commission nationale. Voilà pour ce qui concerne le côté administratif des lieux. J'en viens aux quelques éléments de sépulture, quelques éléments funéraires que je veux vous présenter rapidement. On trouve dans cet ensemble-là beaucoup d'enfeux, donc ces éléments architecturaux, tantôt creusés, tantôt bâtis. La plupart ici sont creusés. Composé d'un arc avec une paroi de fond qui est verticale, qui est parfois décorée, ou du moins parfois il subsiste des décors. En dessous, en bas, une cuve. Quand elle est en pierre, elle est anthropomorphe. Il peut y avoir aussi des coffres parfois, etc. Ici, c'est essentiellement des cuves taillées qui occupent ce fond et où était déposé le défunt. Et l'ensemble, enfin, la cuve est couverte par une dalle de couverture et l'épitaphe de Costolus, dont je vous parlais il y a un instant, était une de ces dalles de couverture. Des enfeux, on en connaît des plus anciens, ici même à Saint-Émilion, ici au-dessus de l'entrée sur la droite et légèrement au-dessus de l'entrée du portail de la monolithe. Il reste cet arc qui est ce qu'on appelle, on utilise le mot latin, d'ailleurs il n'est pas dans le Gaffio, hein, c'est juste dans des inscriptions qu'on l'a, et pas dans des textes littéraires, le mot d'arcosolium, c'est un enfeu si vous voulez, mais disons qu'il est du haut Moyen-Âge, et la pratique de ces tombes-là, de ces caveaux-là, et de les multiplier dans des petites chambres funéraires, des cubicula, comme on dit de manière pédante, comme disent enfin de manière pédante les archéologues et les historiens. Une de ces chambres funéraires a par exemple été réutilisée sous la forme que nous connaissons à l'Ermitage des Millions. Et j'ai essayé, pour voir un peu ce que ça donnait, d'éliminer ce qui était beaucoup trop 18e dedans. Voilà ce que ça donne. C'est un petit essai de pas grand-chose, mais qui donne quand même une meilleure idée que ces balustres un petit peu trop visibles. Il peut se faire que ces enfeux, qui sont destinés à une seule sépulture, même si cette sépulture peut être remployée, il peut se faire que l'on taille une seconde cuve funéraire à l'arrière. À ce moment-là, comme dans
dans celui-ci, on retaille la paroi du fond pour reculer le bas et tailler une cuve qui est légèrement au-dessus de l'autre, de la première. C'est un système que l'on retrouve, il y a plusieurs exemples comme ça dans nos galeries de Saint-Émilion. Il ne faut pas confondre ça avec les tombes rupestres que l'on voit bien dans la galerie des catacombes en particulier, au pied de l'Ampheu bâti, le seul beau bien conservé. Ce n'est pas du tout la même chose que cette seconde sépulture à l'intérieur d'un Ampheu. Là, on est dans un système comparable à celui qu'on avait à Aubeterre, qui devait occuper tout le sol des galeries, enfin, tout au moins là où on en a la preuve de cette existence-là, à savoir dans la galerie des catacombes. Je vous parle encore d'une catégorie de sépultures parce qu'on va la revoir à différents endroits. Ce sont des sépultures infantiles qui sont dans des niches creusées dans la paroi, ce qu'on appelle pédantement encore des loculi, des petits lieux, si vous voulez. À l'intérieur de ces creusements évoquant plus ou moins un arc, mais irrégulier, on a une cuve anthropomorphe. Vous apercevez ici, par exemple, la tête, la logette céphalique de cette petite tombe. Alors, il y a beaucoup de remplois dans ces cas-là. On les trouve soit en groupe, soit isolés. Quand elles sont isolées, on peut penser que c'est ce qui subsiste d'un groupe. On en avait au-dessus de la Trinité, on en avait au-dessus de la monolithe, c'est ce qu'a fouillé en particulier Christian Scullier en 1997. Donc on en avait beaucoup, et c'est vrai que ces sépultures infantiles ne sont pas sans poser un certain nombre de problèmes, parce que rien dans la légende, rien dans la tradition émilionnaise ne se tourne vers les enfants, mais il y a abondance de ce type de tombes. Donc, je voudrais partir de ce début du XIIe siècle vers 1110. Je reprends des mots qui ne sont pas tout à fait ceux de Frédéric Boutoul, mais il était beaucoup plus précis que je ne le suis. Vers 1110, donc les vicomtes de Castillon ont été évincés de Saint-Émilion et un chapitre régulier a été instauré. Mais ce n'est que vers 1140, 1150, Juliette Masson vous en parlera la semaine prochaine, que l'on va commencer la construction d'un autre sanctuaire sur le plateau. C'est cette opposition entre le souterrain et l'aérien que je voudrais souligner. Juste pour vous rappeler les quelques épisodes antérieurs, de manière bien plus rapide et bien plus mauvaise que celle de Frédéric. 1079, en simplifiant, l'archevêque Jocelyn de Parthenay, archevêque de Bordeaux, s'impose au vicomte Olivier de Castillon, lequel va finir par se retirer d'ailleurs assez rapidement au prieuré de Castillon qu'il avait fondé, ou contribué à fonder. Une vingtaine d'années plus tard, c'est un autre archevêque, Amat d'Oleron, qui, avec l'aide du pape Urbain II, en visite par là, pour la croisade, contre le vicomte Pierre et l'abbaye de Nanteuil. Ça va mal se passer. Le vicomte, avant d'être excommunié, part à la croisade, histoire de se racheter. Mais ça ne doit pas arranger totalement les affaires saint-émilionnaises pour autant, puisqu'il faut attendre 1110 pour que Arnaud Géraud de Cavanac
avec le troisième frère vicomte Élie, là, l'emporte définitivement et la famille de Castillon se retire sur Aubterre-sur-Dronne, où elle va organiser à peu près à partir de ce moment-là, de ce tout début du XIIe siècle, organiser ou reprendre une église troglodyte qui a étudié en particulier Jean-Luc Piat. Vers 1110, c'est à peu près à ce moment-là que l'on peut penser que l'église souterraine est achevée. Cette église souterraine, c'est le jour de l'année, enfin on pense savoir d'après une inscription, le jour de l'année où elle a été dédiée, et donc le 7e jour des îles de décembre, ce qui, si mon calcul est exact, correspond au 22 décembre, enfin en tout cas c'est par là. C'est un ensemble creusé, bien évidemment, troglodyte, creusé, mais qui copie le bâti, incontestablement, dans toute son architecture, dans sa régularité. L'ensemble le copie, mais est conçu exactement à l'envers. La réalisation, a pu démontrer Jean-Luc Piat, va du haut vers le bas, ce qui est logique dans des ensembles souterrains taillés dans le rocher comme celui-là, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'une construction, ce qui doit être une pensée quand même un petit peu compliquée pour les concepteurs. Alors oui, je vous ai rappelé, parce que je vous toujours devais dire que les dimensions de cette église, 12 mètres de haut sous les voûtes, 39 mètres, 20 mètres, vous savez, tout le monde le dit, tous les guides le disent, c'est la plus grande d'Europe, etc. Il y en a d'autres qui prétendent être les plus grandes aussi, ça dépend comment on calcule. Toujours est-il que c'en est une très grande. Je voudrais encore vous faire remarquer, parce qu'on en parlera du clocher dans un moment, ici, l'ouverture, le passage des cordes de la cloche vers le clocher qui sera construit un petit peu plus tard au-dessus. C'est un ensemble de 5 travées à l'origine et la 6e plus basse sur la droite, à la droite de la photo de droite, plus basse et plus tardive. Ce qui veut bien dire qu'on devait avoir un aspect encore plus rupestre que cette photo ancienne ne le donne. Imaginez que ça, ce n'est pas. Alors j'ai bien essayé d'arranger ça, mais ça ne marche pas. Il faut vraiment. Enfin, je ne suis pas assez doué pour maquiller cette photo. Mais imaginez un ensemble totalement rupestre. Il y a quelque chose là, on ne sait pas quoi, mais il n'y a surtout pas de façade. Cette église est décorée de quelques sculptures de manière assez parcimonieuse, un décor assez fruste, avec une facture hésitante, si l'on veut. Enfin, ce n'est pas la plus belle œuvre romane que l'on puisse connaître en sculpture. Et alors, ça donne pour les spécialistes une datation quelque part vers la fin du XIe ou le début du XIIe siècle, ce qui correspond bien à tout ce que l'on peut penser et sur l'opinion globale que l'on a, que tout le monde a, et on situe l'ensemble de la réalisation, donc vers 1100, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, on a cette fameuse, donc ce fameux épitaphe on dira Costolus aujourd'hui, qui a été découvert lors de fouilles un peu intempestives des années 1930, qui ont laissé ces tranchées que l'on a un peu partout, notamment dans les catacombes.
Ça a été étudié une vingtaine d'années plus tard par le chanoine Tonnelier, qui ne l'a publié que encore plus tard. Quant à moi, je pense que c'était dans l'Enfeu qui était sur le fond que se trouvait cette plaque, cette couverture de tombe, parce que la dimension de 2,10 m n'a pas beaucoup d'endroits possibles pour un Enfeu dans la galerie même des catacombes. Le chanoine Tonnelier avait une lecture très approximative de ça, même s'il était très assuré de ce qu'il disait. Il disait que c'était la tombe d'un certain Aulius, surtout ce qui était intéressant là-dedans et qui faisait des gloires, si l'on veut, des Saint-Émilionnais, c'est que Émilion et la sépulture d'Émilion était expressément mentionnée dans sa lecture, et qui plus est, on avait une date, c'était absolument génial, vous imaginez, une date de 1014 qui permettait de démontrer tout ce que l'on voulait, tout ce que l'on avait envie de voir dans Saint-Émilion, dans ces sanctuaires souterrains de Saint-Émilion. Malheureusement, ce n'était pas exact, c'était très largement exagéré et inventé. L'étude en a été reprise par Cécile Tréfort à l'instigation de Frédéric Boutoul. Donc, ça a été publié dans le livre sur la fabrique d'une ville médiévale. On est au milieu du XIIe siècle, par là, c'est-à-dire sensiblement que c'est contemporain de la construction de la collégiale, du début de la construction de la collégiale. Cette date est assurée par les formes des lettres, la stylistique des vers, etc., les formules utilisées. Il n'y a guère de doute aujourd'hui que l'on soit donc vers 1150 pour simplifier la datation. Ce qui est écrit n'a rien à voir. Il n'y a pas d'Aulus, il n'y a surtout pas d'Émilion, ce qui est bien embêtant, mais c'est comme ça. Donc, on a affaire ici à une inscription, à l'épitaphe d'un bourgeois, d'un marchand, qui n'est absolument pas un chanoine. Ça me paraît tout à fait intéressant, justement dans ce moment-là où on construit la collégiale. Et puis, presque un tout petit peu après, le sanctuaire troglodyte, on va le faire sortir de terre. C'est la réalisation donc du clocher. Bon, 53 mètres de haut, oui, d'accord, mais c'est faux, parce que dans le troisième quart du XIIe siècle, il n'y avait pas sa flèche qui n'est que du début du XVIe. On a un texte d'archive qui mentionne un paiement en 1513, donc on est dans cette chronologie-là pour la flèche. Et je ne voudrais pas exagérer, mais il me semble bien que dans l'érection de ce clocher, dans cette sortie, cette manifestation du sanctuaire troglodyte, pas bien loin de la collégiale qui est en cours de construction, il y a je verrais bien une sorte de rivalité entre les bourgeois d'un côté et les chanoines de l'autre. J'ai peut-être tort, mais je trouve que ça y ressemble et on va en trouver d'autres éléments. Et cela ressemble aussi tout à fait à la troncature de l'église
collégiale par le rempart qu'évoquait David la semaine dernière. La flèche est foudroyée au début du XVIIe, elle est reconstruite une dizaine d'années plus tard. En même temps, on rechemise la base parce que ça bouge, c'est pas très au point. Voilà, on n'est pas au point. Ce qui a été fait au XVIe siècle a sans doute été abusif. Mais comme par hasard, ça correspond aussi au moment où la collégiale, comme vient de le dire David, va s'accroître. La coïncidence des dates est d'une manière générale assez étonnante entre les deux structures, alors que les archevêques ont favorisé le second sanctuaire, le sanctuaire aérien, par rapport au sanctuaire souterrain. Cette masse considérable, alors la photo l'exagère, mais bon, je l'ai choisi exprès, cette masse considérable va peser sur l'église troglodyte, taillée en dessous, ce qui va provoquer, on va supposer dans les années 90, 1990, que cela crée des désordres, il va y avoir des études, de l'architecte en chef Bernard Fonkerny. À cette occasion-là, on va même faire des fouilles archéologiques, des sondages archéologiques au pied du clocher et s'apercevoir que l'on a au moins 4 mètres de remblai avant de trouver le rocher par endroit. Donc c'est assez considérable les terres qui ont été rapportées, les terres qui sont des terres de remblai d'une part et des terres de cimetière aussi. Un cimetière se trouvait sur la place du clocher, on en a trouvé plusieurs éléments à l'occasion de ces opérations archéologiques. Et du coup, on a essayé de préserver, c'est une préservation très originale, puisque Fonkerny avait fait construire d'énormes piliers en béton à l'intérieur de la monolithe. C'était une vision tellement horrible que je n'ai pas su en trouver d'image. Moi, j'en ai un souvenir effrayant. Heureusement, l'équipe de Michel Goutal a proposé de transformer ça, d'enlever ces piliers de béton et de mettre des frettes en métal pour bien tenir la base des piliers, etc. Alors, c'est déjà pas beau les frettes, c'est pour ça que je préfère l'utiliser avec l'élégance d'un dessin plutôt qu'une réalité que tout le monde peut aller contrôler, c'est bien dommage. Alors, il est toujours d'actualité d'essayer un jour ou l'autre de libérer l'Église de cet exosquelette qui la déprécie. Le clocher s'accompagne inévitablement du mur de soutènement qui est ce mur dit des créneaux, ce mur qui ressemble à une fortification, qui est à l'image d'une fortification. Je ne sais pas si c'en était une, mais ça y ressemble beaucoup. Alors là aussi, est-ce qu'il y a une question d'affirmation de la commune? Pourquoi pas? Toujours est-il que ce mur imposant est construit et permet de tenir le cimetière et la place du clocher, et le clocher, etc. Il est tellement utile en soutènement qu'il a dû être réparé un certain nombre de fois. Les 2 dernières fois, c'était dans les années 1920-21 et 1945-48, donc de manière assez répétée. Aujourd'hui, il semble en assez bon état, mais j'avoue que je fais partie de ceux qui aimeraient bien faire un petit trou derrière pour voir comment ça se présente. Quelques décennies plus tard, c'est la chapelle de la Trinité qui vient réaffirmer l'héritage d'Émilion et de son ermitage. Entre-temps, la ville, David vient de nous le rappeler, entre-temps, la ville a construit son enceinte.
Est-ce qu'il s'agit là d'une nouvelle affirmation du pouvoir municipal à côté, ou même contre les chanoines? Je ne sais pas, je trouve que ça y ressemble, cette affirmation. Clairement, le sanctuaire du haut, la collégiale, évite ce qui est troglodyte, et la tombe des millions n'est pas son problème. La Trinité, en revanche, est vraiment conçue par rapport à cette tombe-là, qui devient une sorte de crypte. Un siècle après le clocher, autre manifestation extérieure du sanctuaire souterrain, c'est le portail qui est conçu avec ce thème tout à fait classique du jugement dernier, et en particulier de la bande en dessous du Christ en majesté, qui évoque la résurrection des morts. Mais j'ai toujours trouvé que à Saint-Émilion, cela avait une connotation très particulière, étant donné l'importance considérable des nécropoles médiévales, qui est particulièrement étonnante. Il y en a vraiment partout. Et puis, à peu près au moment de l'exaucement du clocher, c'est-à-dire aussi à peu près au moment de l'extension de la collégiale, au début du XVIe siècle, on crée enfin une façade, une vraie façade, mi-creusée, mi-bâtie, qui complète le portail. Ces travaux accompagnent, ne sont pas conçus uniquement pour faire une façade, mais font une façade. Ils accompagnent l'aménagement de la première travée de l'église. Et l'on se retrouve avec un ensemble où les reliefs rupestres, retaillés, se déguisent même en bâtis. Il suffit de voir les arcs qui sont là, se déguisent en bâtis. L'église est depuis longtemps devenue paroissiale, au moins, enfin déjà avant la constitution du rempart, et elle développe son cimetière sur la place des marchés et sur le parvis. On a même cette chose assez étonnante d'un caveau pourrissoir disposé au XVIIe siècle, en plein au milieu du portail d'entrée de notre église. Ce sont des fouilles menées par Natacha Sauvet, qui ont été menées par Natacha. À l'intérieur, on a des décors peints dont il subsiste de toutes petites traces, mais qui ont l'air d'avoir été assez étendus, peut-être même généraux dans l'église. Alors, des décors de faux appareils, des décors géométriques. Il y avait 2 crucifixions qu'avait remarqué Léo Drouin, et on donne une description malheureusement un peu trop sommaire parce qu'elles sont beaucoup abîmées depuis. Là, c'est un Saint-Jean, je crois, qui était sur la crucifixion qui est sur le 4e pilier nord. Il y en avait une autre sur le 2e pilier sud. On est tout ça, on est dans la période gothique, on est au 14e siècle avec ces peintures. Donc, l'église paroissiale se revêt aussi à l'intérieur. Elle ne se contente pas de sortir, elle se rhabille. Et il est incontestable, quelque part, que ces peintures ont tendance à masquer l'aspect troglodyte aussi. Dans l'aspect des décors intérieurs, on a toutes ces séries d'arcatures qui sont des enfeux qui jalonnent l'entrée, la galerie d'entrée de l'église, que Jean-Luc Piat, et certainement avec raison, estime se répartir entre la deuxième moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIVe, avec beaucoup de remplois, de reprises, de modifications aussi au fur et à mesure des choses.
Si de l'autre côté, ça se développe uniquement là-dedans et il y a encore une paroi un petit peu vide, comme s'il y avait un programme qui n'était pas allé tout à fait au bout. Mais il n'empêche que cette série d'arcatures a quelque chose d'une manifestation monumentale, même si les arcs sont irrégulièrement disposés et de forme aussi. Au fond, au moins de l'un d'eux, le deuxième à gauche, il y avait des traces d'une peinture qui sont très difficiles à lire, mais qui était une résurrection des morts, un jugement dernier plutôt, ce qui est tout à fait approprié dans un enfant. De cette galerie, on tourne à gauche dans la galerie de la rotonde avec une paroi composée essentiellement en feu, avec quelques niches infantiles dispersées au début. Un côté donc conserve les enfeux. Je voulais vous préciser, et j'oubliais qu'il est très difficile dans tous ces enfeux qui sont juxtaposés d'avoir une idée de chronologie relative. Il se trouve que les deux qui sont au bout permettent d'avoir un raisonnement quand même relatif, dans la mesure où ils sont reliés, ils sont séparés par une colonne. C'est vraiment une colonne avec un chapiteau qui n'a pu être fait, qui signifie clairement que les deux enfeux ont été faits ensemble. Et les irrégularités même de ce creusement, qui sont les plus irréguliers qu'il y ait dans tout ça, pourrait montrer aussi que c'est relativement tardif et, et que ça vient buter, on va y revenir dans un instant, sur la paroi du fond. Ça pourrait indiquer ça, on peut aussi interpréter les choses de manière un peu différente. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, d'un point de vue de la chronologie relative, c'est que ces deux enfeux ont été conçus ensemble, conçus, réalisés ensemble. Et ça, c'est un point assez exceptionnel dans toute la série que l'on a ici. L'autre paroi, au contraire, a été complètement vandalisée, massacrée, cassée par une carrière. On retrouve ici sans doute le bord de la galerie elle-même, telle qu'elle était, donc peut-être non voûtée, à voir, au moins à un moment donné. Tout au début, vers le passage, il subsiste un enfeu très, très, très fragmentaire dans ce qu'il reste. Donc, il y avait des enfeux qui ont été emportés par la reprise d'extraction. Alors, on arrive à la rotonde. Bon, vous la connaissez toutes, mais je veux insister quand même sur certains de ces aspects. On a donc des colonnes qui entourent une sorte de plateforme, de terrasse rocheuse autour. Un cylindre est en arrière de un cylindre régulier, bien taillé, un plafond plat, et le départ de la coupole, je vais vous montrer sur le mauvais écran. Donc le cylindre en arrière, retour de plafond plat et nouveau départ circulaire en coupole de la coupole. Là, une plateforme, donc une espèce de terrasse ici, tout ça ayant été coupé par l'entrée à droite et la reprise de carrière dont on voit des traces importantes sur les bases de pics. La coupole, la coupole elle-même, décorée d'une ronde de 3 orants qui ne sont pas sans évoquer le style
un peu fruste des sculptures de la monolithe. Un escalier hélicoïdal s'enroule, fait l'ascension du puits de jour, comme le pouvait faire l'âme du défunt. Cette élévation qu'on a aussi dans les lanternes de mort, etc., et qui est aussi une évocation, bien évidemment, du tombeau du Christ à Jérusalem. On avait 6 colonnes, il n'en reste plus que 3. Voici les traces des 3 colonnes au niveau du plafond, ce qui permet de bien voir que le disque qui est ici est d'origine dans le tracé. Donc on a de quoi voir l'ensemble du profil de cette coupole. Que se passait-il au milieu? C'est pas si simple. Il me semble que l'on a un surcreusement au centre, mais les traces sont difficiles à lire. On peut envisager donc cet ensemble, dans cet ensemble-là, assez régulier, on peut envisager, c'est en tout cas le rêve, si je peux dire, c'est plus qu'un rêve, c'est un raisonnement de Jean-Luc Piat qui aimerait voir un monument mémorial au centre de ces colonnes, un peu comme à Aubeterre. Le système est différent, on n'a pas la même ampleur avec ces colonnes, avec cette terrasse autour, hein, où on sent plus dans la rotonde de Saint-Émilion, bien plus des éléments cérémoniels, des processions qui peuvent se développer. Donc l'ensemble est clairement constitué ici de la monolithe, la galerie d'entrée et la rotonde. On a un ensemble qui est un, me semble-t-il, et qui appelle des processions. On les devine rentrant par là, allant jusqu'au chœur canonial ici, bien marqué par les séraphins qui sont sur la voûte. Et puis notre procession partant de là, gagnant la rotonde en passant par cet espace ici martyrial, je reprends l'expression et l'idée à Jean-Luc Piat. Jean-Luc qui a pu suivre un certain nombre des travaux menés par l'équipe Goutal et donc voir pas mal de choses dans la monolithe. Et donc, la procession a abouti à cette rotonde malheureusement tellement massacrée qu'il est un peu difficile sur cette image-là de faire abstraction de l'entrée percée pour rejoindre la cour et par laquelle les guides ont l'habitude de pénétrer, faire abstraction de cette ouverture ici qui gagne la galerie des catacombes. On ne voit pas ou guère, ou pratiquement pas, derrière la colonne qui est ici à droite, le début, l'ouverture de l'escalier hélicoïdal qui montait là, que l'entrée a détruite, que l'on aperçoit derrière cette colonne, au-dessus de cette colonne, et qui grimpe dans la coupole. Ça, c'est l'entrée. Tel que ça se trouvait. Et je sais pas, oui, voilà. Donc, la question est bien là. Est-ce que monolithe et rotonde sont d'une seule et même conception? Pour tout vous avouer, c'est mon opinion,
mais ce n'est pas l'opinion, par exemple, en particulier, de mon ami Jean-Luc Piat. Et on se retrouve avec deux hypothèses. Oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser ceci. Oui, l'ouverture ici vient rogner la colonne, mais on peut très bien avoir eu un élargissement simple de l'ouverture, et si on reprend les mouvements qui sont là, on peut très bien avoir la colonne qui descend jusqu'en bas et un arc qui revient comme ça. Ça, c'est pour défendre l'opinion de Jean-Luc, qui voit un passage ici. Tandis que moi, je suis sensible au fait de la butée de cet arc contre quelque chose qui est un fond. Je suis sensible à l'unicité de cette paroi dont on a trace ici, au fond, enfin, sur le côté de l'enfeu, au fond, en haut de la galerie, qui se lie naturellement à la colonne. Donc, on a une hypothèse, une première hypothèse, celle de Jean-Luc, où la rotonde appartient à un système antérieur et est intégrée au moment de sa conception, au moment de la conception de la monolithe, est intégrée à la dite église, ce qui nécessite un passage ancien à cet endroit-là, ce que les pointillés, par exemple, rendent possible sans massacrer la colonne. La deuxième hypothèse est que la rotonde est conçue en même temps que la monolithe, et donc il n'y a pas de passage ancien, le passage est percé tardivement, quand difficile à dire, mais tardivement. Les deux hypothèses ont probablement autant de chances l'une que l'autre d'être vraies, et sans doute, si ça se trouve, c'est une troisième qui est la bonne. Il faut espérer que le sol garde une mémoire suffisante des formes anciennes, que la reprise d'extraction n'a pas évacué toutes les traces possibles. Rentrons dans la galerie perpendiculaire qui est là, d'axe ouest-sud-ouest, qui est la galerie des catacombes. Une paroi, alors là, complètement massacrée par l'extraction. On devine encore, oui, on voit encore les restes de cet en-feu. Il peut y en avoir éventuellement un huitième. Il peut y en avoir eu un huitième dans le passage vers la rotonde qui l'aurait détruit. C'est possible. On verra aussi là dans le sol. Seul le premier en feu est resté à peu près intact. Il est assez intéressant en dehors de lui-même parce qu'il recoupe une niche infantile ici. La même niche infantile, recoupée donc par l'enfeu, est aussi recoupée par le passage vers la galerie de la rotonde. L'autre paroi est radicalement différente. Elle est très hétérogène. Elle est composée par un certain nombre de piles avec des maçonneries de bouchage entre elles. Il y eut probablement des enfeux, ou en tout cas il y a des traces de tombes et un enfeu dans les différents arcs qui sont ainsi déterminés. Le chanoine tonnelier voyait d'ailleurs dans les bouchages la fermeture d'enfeu qui devait être derrière. On n'a plus du tout cette idée aujourd'hui, mais je le rappelle parce qu'il y eut effectivement des enfeux comme celui qui est encore bâti là-bas au fond. Cet ensemble est non seulement hétérogène, mais les piles elles-mêmes ont des aspects très hétérogènes. Elles n'ont pas les mêmes formes, elles n'ont absolument pas les mêmes décors, on va voir ça. Les espaces entre elles sont très irréguliers.
En revanche, à côté de ça, on a des similitudes d'appareils dans les bouchages, ici par exemple, de part et d'autre de la colonne torsadée, de la première, de celle du fond, dont je vais essayer de vous parler un peu pour la détailler. Donc, une colonne torsadée, une pile torsadée, qui évoque une colonne torsadée, avec une espèce de chapiteau très mal fichu, très mal sculpté, mais qui est quand même manifeste avec ses grands traits verticaux. Son, son découpage par rapport à la paroi est assez visible sur au niveau du plafond, au niveau de la voûte, ce qui implique clairement deux phases dans son traitement. Une première où le rocher était simplement préservé lors du creusement des galeries qui étaient là, et une deuxième où on a retaillé et décoré cette pile. Alors, il est incontestable que avec un demi-cercle engagé dans des maçonneries rapportées, manifestement rapportées, on a l'impression que c'est quelque chose qui tourne, que c'est une colonne, si vous voulez, qui est là. On ne sait pas, il faudrait faire de gros trous par derrière pour arriver à le savoir. La pile suivante est plus complexe, nettement plus complexe. C'est la plus grosse de la série. Elle est décorée d'espèces de gros bourrelets sur deux de ses faces, en front et sur le flanc gauche, tandis que sur le flanc droit, on a quelque chose de très, très différent. On retrouve ces bourrelets en haut et on voit bien le dégagement plus bas que dans la première colonne par rapport au, au rocher préservé lors du creusement. Donc on a là une succession d'étapes de travail un peu plus complexe que de l'autre côté. Enfin, pour la première, on a une retaille et un décor avec ces gros bourrelets, cette espèce de croix que l'on voit ici au milieu, etc. En revanche, le flanc droit a été retravaillé, il est aplani, en effaçant donc tout ce qu'il pouvait y avoir comme bourrelet, comme décor, on peut imaginer se prolonger par là, pour y mettre en particulier cette armoire liturgique, ici, avec une étagère au milieu, qui est bien claire, et un relief ici, qui a été ultérieurement encore effacé. Donc, une évolution plus complexe que la première pile, avec des éléments, ma foi, assez difficilement datables. Autant la première évoque des décors pré-romans, autant là, ça n'évoque pas grand-chose. On se demande vraiment ce que c'est. La troisième pile est encore plus complexe, qui est la première quand on rentre. Elle est complexe aussi parce qu'elle comporte une niche infantile ici, vers sa base actuelle. Hein. Il faut tenir compte qu'il y a un bon mètre de remblai dessous. Donc, la niche infantile faisait partie certainement de la galerie, d'un état antérieur de la galerie, recoupé par des creusements perpendiculaires, qui a amené la préservation du rocher, qui a ensuite été retaillé avec une moulure ici, si vous voulez, qui a été esquissée, à peine visible au-dessus de la niche infantile, et qui ne se retrouve pas sur le flanc gauche. La pile a été amincie, en particulier à gauche, très largement. C'est visible à la base où on a encore un bloc qui en est lié.
Et, en dernier, on a cet anneau qui a été taillé pour suspendre peut-être, probablement, quelque chose par là. Et ce n'est pas tout quant à cette pile, elle est encore plus compliquée du fait de l'enfeu qui est adossé à côté et qui a peut-être participé à ça, probablement participé d'une manière ou d'une autre à la retaille, à l'amincissement sur la gauche. Mais la paroi, si vous la regardez, elle est extrêmement complexe, composée d'unités très diverses. Je vous en dessine quelques-unes là, très très diverses. On a on a un effet de plaquage incontestablement. Là, les pierres sont posées sur la voûte, sur l'extrado de la voûte de l'enfeu, où au fond, on a un appareil très régulier qui n'a aucun rapport avec ce que l'on a au-dessus. On a l'impression d'ouverture bouchée en différentes étapes. Donc, c'est quelque chose de très complexe et de difficile à décrypter avec certitude. Mais tout ça rentre dans une chronologie relative complexe. Et puis, on a ici une rupture entre un appareil qui évoque tout à fait les autres appareils de bouchage avec des assises de taille irrégulière, mais régularisées par des petits éclats de pierre qui sont posés en lit et qui s'opposent totalement à la maçonnerie moderne qui est derrière. Et si on le regardait de face, ce qui n'est pas le cas de la photo, ça dessine une courbe qui correspond parfaitement à la retombée d'un arc. Et l'on peut penser qu'il y avait une quatrième pile donc, qui a disparu dans un effondrement tardif, rebouché, refermé par toute cette maçonnerie massive qui est derrière. On se retrouve donc avec un ensemble composé, là on a une paroi qui devait être continue, où ont été plus tard disposés les enfeux. Avec un retour comme ceci, on a par exemple ici, juste derrière la maçonnerie de bouchage, mangée à moitié par la maçonnerie de bouchage, on a une sépulture infantile qui pénètre à l'intérieur et qui montre bien que l'on a une paroi qui continue. Alors jusqu'où? Difficile à dire puisqu'on a un mur là qui est encore debout et qu'il est un peu délicat d'enlever, du moins pour le moment. On a l'idée très claire d'un certain nombre de galeries, de 5 galeries perpendiculaires à cette galerie qui se développe par là, qui se développe dans un espace qui est aujourd'hui est la cour ici, qui est totalement à l'air libre parce qu'on avait une falaise qui devait venir jusqu'ici à peu près, c'est une hypothèse, hein, c'est approximatif ce que j'ai tracé là, une falaise qui s'est effondrée, ce qui a provoqué ensuite, pour sauvegarder l'espace de la galerie, le bouchage. Le sol de la cour ici se trouve 80 cm au-dessus de l'intrado de la galerie, c'est-à-dire que la galerie pourrait être sans problème sous la cour, ce qui veut bien dire que l'on a potentiellement ces galeries dessous. On peut espérer que sous les remblais de la cour, on a trace de creusements anciens, de la base de creusement ancien. Alors, ces galeries pourraient être en fait des travées ou avoir été réaménagées en travées. C'est une hypothèse qu'a portée pour le premier Jean-Luc Piat.
qui envisagerait bien une première église troglodyte à cet endroit-là. Et pour faire plaisir à Jean-Luc, même si je n'y crois pas beaucoup, mais c'est une opinion personnelle, on verra comment on réussit à démontrer l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des hypothèses. J'ai associé la rotonde à ce système-là. J'y crois tellement peu que j'ai omis d'ouvrir le passage ici. Que Jean-Luc me pardonne. Revenons un instant à l'extérieur de notre église pour retrouver cet enfeu dont je vous parlais, dont je vous parlais au début, qui témoigne d'un état primitif, très ancien, antérieur, bien évidemment, à la façade. Ça a été éventré, ceci, pour ouvrir la façade avec ces arcs flamboyants. Et on a là la trace d'une chambre funéraire, enfin d'un enfeu, d'un arcosolium qui était dans un cubiculum, donc d'un enfeu qui était dans une chambre funéraire, laquelle était précédée de galeries d'accès, comme c'est légitime. Et on peut penser que les niches infantiles sont venues habiter ces galeries d'accès, au moins en partie. Un enfeu de cet ordre a été vu par Jean-Luc, en particulier un arcosolium a été repéré. C'est le dernier avant le croisement, vers la coupole, la rotonde. Il est beaucoup plus bas, il a un certain nombre de critères particuliers. On a des éléments de petits bouts de voûte qui partent et qui ont des équivalents de l'autre côté, etc. Il n'y a guère de doute que là, il y a eu une chambre funéraire. Les traces en dehors de l'enfeu, les traces en sont assez minimes, mais elles sont bien présentes. Et on peut en envisager d'autres, à l'instar de ce que l'on a dans l'Ermitage des Millions. On a un enfeu ici, à gauche de l'entrée. Il y a un petit bâti ici qui le masque complètement, mais il existe bien dessous. Il y a celui que je vous montrais ici, il y a celui qui a repéré Jean-Luc ici. Donc on en a au moins 4 qui sont bien attestés. Personnellement, je pense que les niches infantiles qui sont au début de la galerie au début de la galerie de la Rotonde montrent un accès à une autre chambre funéraire. Ce qu'a fouillé Christian Scullier au-dessus à Plaisance en 97 pourrait peut-être être interprété comme ça, du moins c'est l'hypothèse que je propose, qui Christian ne désavoue pas, même s'il pensait que c'était plutôt des creusements dans la falaise proprement dite. Donc, on a tout un système là qui est antérieur, ça ce sont les traces que l'on peut raisonnablement supposer, dont on a parfois des preuves et que l'on peut raisonnablement supposer, à différents niveaux. Là, on est nettement au-dessus, ici aussi, ce n'est pas les mêmes niveaux, etc. À différents niveaux, la falaise était habitée par une multitude un certain nombre en tout cas, de ces chambres funéraires précédées de galeries. On sait très bien, par exemple, que l'Ermitage des Millions s'ouvrait en fait du côté de l'Est, du Sud-Est, du Sud. Bon, c'est toujours difficile de s'orienter parce que c'est toujours oblique. Enfin, en tout cas, de ce côté-là, pas du tout vers l'entrée actuelle qui se situe ici. Donc, on a un premier système établi avec ces chambres funéraires. On aurait un deuxième
avec les galeries qui forment peut-être une première église troglodyte, on pourrait envisager tout à fait une filiation avec ces galeries d'accès et ces chambres funéraires qui, petit à petit, retravaillées, finissent par donner un ensemble cohérent. Mais là, il va falloir travailler, réfléchir, observer beaucoup de choses pour le démontrer. Et on a un troisième système formé par l'ensemble de la monolithe et de la rotonde, tout cet ensemble-là, même si la rotonde pouvait éventuellement appartenir au système antérieur. Donc on a une succession de ces trois étapes-là qui est assez remarquable et dont on peut être à peu près sûr. D'abord, donc, des chambres funéraires auxquelles succèdent des systèmes de galeries comme on a avec les catacombes, qui devient un premier sanctuaire d'une manière ou d'une autre, que ce soit église ou autre, c'est quand même quelque chose de religieux, il y a guère de doute quand même là-dessus. Donc tout ça, bah, l'idée quand même si personne n'ose vraiment le dire, alors j'ose tant qu'à faire, c'est le poser avant 1000, si on ose le dire, mais c'est difficile à démontrer, on n'a pas d'argument à l'heure actuelle. Et cet ensemble-là donc aboutit à l'église monolithe avec entre-temps, enfin, soit plus tard l'effondrement de la falaise. En fait, on peut difficilement poser la chronologie relative entre l'église monolithe et l'effondrement de la falaise ici. Ce qu'on a peu arrivé à penser, c'est qu'on est vers 1100 et pour l'effondrement de la falaise, entre un peu avant 1100 et un peu après, avant 1150 en tout cas, puisqu'on a les enfeux qui viennent s'appuyer dessus. Et on peut très bien imaginer l'inverse, hein, que l'effondrement de la falaise sur une précédente église monolithe implique la création de la nouvelle église monolithe qui, tant qu'à faire, pourquoi pas, pourrait bénéficier d'un apport de connaissances et d'idées provenant de la croisade. On rejoint bien une espèce de légende de Pierre de Castillon autour de ça. Et à tout ça succède donc toute cette phase d'enfeu après 1150, ça semble à peu près évident par là en tout cas. Et puis le clocher, et puis donc cet ensemble souterrain sort de terre et est de plus en plus rhabillé pour obtenir un ensemble très bâti, j'ai failli dire moderne, non, très classique d'une église qui se cache de son troglodytisme passé et qui rivalise donc de ce côté-là avec la collégiale. Donc, il reste beaucoup de choses à trouver, à comprendre là-dedans, à démontrer, même si là, il y a des points d'interrogation pratiquement dans chacune des phrases que j'ai pu utiliser tout du long. Il y a des choses à démontrer un peu partout. C'est pour ça que nous avons, avec Jean-Luc Pia, avec Natacha Sauvette, avec Christian Scullier, avec Frédéric Boutoul, nous avons lancé un projet de programme collectif de recherche qui se fonde sur un système d'information géographique basé sur le modèle 3D qu'on a réalisé il y a peu de temps sur cet ensemble-là. Il y a tellement peu de temps qu'il est réalisé qu'il n'est pas montrable, ce que j'aurais espéré pouvoir vous faire, mais ce n'est pas le cas. Dans tout ça, on va faire une multitude d'observations détaillées, de nettoyage, essayer de comprendre comment la chronologie relative des choses et la manière dont elles se présentaient. Et puis, un jour ou l'autre, on reviendra vers vous pour vous expliquer tout ce que l'on aura compris. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt, si je n'ai pas été trop long, je l'ai été quand même,
Je suis prêt à répondre à quelques-unes de vos questions si vous en aviez. Sur l'hypothèse c'est David Souni. Donc sur l'hypothèse de la chapelle de la Trinité, qui serait une affirmation de la Jurade sur ce quartier de la ville, ce qui pourrait aller dans ce sens, ça m'a fait penser que cette chapelle de la Trinité, au milieu du XVe siècle, a abrité les réunions de la Jurade, à un moment où visiblement l'hôtel de ville de la Tour du Roi devait être en piteux état, et avant la construction du nouvel hôtel de ville sur la place du Marché, vers 1470. Et c'est dans les années 1450, je crois, c'est Jean-Luc Piat qui avait trouvé la mention dans les registres de la Jurade, je crois, de réunion de la Jurade dans cette chapelle de la Trinité, donc il semble bien être un lieu assez marqué par l'emprise de la Jurade. Oui. Écoute, merci de ce renseignement qui effectivement m'avait échappé. Et je ne connais pas tous les détails d'érudition de Jean-Luc, qui sont absolument fabuleux. Et ça m'avait échappé, mais oui, et plus j'allais dans l'idée que l'Église troglodyte sortait du sol, se manifestait à l'extérieur en rivalité, d'une certaine manière en rivalité, en concurrence en tout cas, avec la collégiale, plus ça me semblait impliquer la municipalité. Donc, je suis content de ce que tu me rapportes là comme argument supplémentaire. Mais ça me permettait aussi d'avoir un fil conducteur. Oui, il y a beaucoup de comparables. Il y a beaucoup d'églises troglodytes creusées, creusées dans le rocher, parfois creusées un peu bâties. Et bon, j'ai évoqué plusieurs fois Aubeterre, donc en Charente, hein, tout proche. Il y en a une multitude d'autres. Et je n'ai pas osé en donner une liste parce que c'est trop, ça manque trop d'exhaustivité. Chaque fois qu'on s'appesantit sur un secteur, il faut qu'il y ait un socle rocheux très apparent. Et après, on a facilement des creusements troglodytes et ça file vite vers une église troglodyte. Après, avec une histoire aussi complexe que celle de Saint-Émilion, il n'y en a pas, il y en a quand même pas énormément. Obter est très intéressant, mais n'a pas la même profondeur historique, si je peux dire, que Saint-Émilion. On peut penser quand même avec toutes ces chambres funéraires qu'on arrive peut-être au 9e, 8e siècle. On est quasiment dans l'idée jusqu'à l'Ermitage des Millions. Hein. Je n'ai pas voulu le dire de manière plus officielle, mais on y est presque là dans l'idée. On a ça dans les catacombes de Rome, hein, etc. Après, et avec ce mélange avec les sépultures d'enfants aussi. Après, il y a, je me souviens plus comment s'appelle Jean-Luc Piat est en train d'étudier une église comparable, mais qui a été effondrée et en bonne partie rasée en PACA. Le nom est en train de m'échapper, mais il y a des points de comparaison beaucoup. Et la difficulté est d'ailleurs de faire ces comparaisons de manière justifiée parce que les études sont en général très insuffisantes. Bon, Jean-Luc a travaillé sur la monolithe, il a travaillé sur Aubeterre, il travaille sur cette autre structure, donc c'est un de ceux qui sont les plus pertinents là-dessus en France. Il va y avoir dans quelques mois, pas longtemps, un colloque à Pise consacré à ça. Alors, je n'ai pas trouvé de cas, c'est à l'inverse, je n'ai pas trouvé de cas en falaise et Christian lui-même n'en a pas trouvé, il l'avoue très franchement. Et quand on reprend le plan de sa fouille, qui n'était pas évident, hein, en 97, c'est une fouille qui a été menée un petit peu en catastrophe.
On était avant la législation actuelle, etc. Ce n'était pas si simple que ça à mener. Et la question, on l'a posée. Hein. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue à l'époque sur le terrain avec Christian. On se posait la question hein, si ça ne pouvait pas être un effondrement qui avait rendu en falaise, avec un aspect de falaise, quelque chose qui était une chambre funéraire, si l'on veut. Et une des difficultés de ce qu'a fouillé Christian est son aspect en baïonnette, de trois parois perpendiculaires les unes avec les autres, et rien Oui. en face, qui a tout à fait l'air d'une chambre éventrée, si on part de cette hypothèse. Maintenant, la démonstration, elle n'existe pas, et je ne suis pas sûr qu'elle existe. On a bien l'intention avec Christian d'aller à Plaisance, puisqu'il semble-t-il certaines choses ont été conservées dans l'aménagement, voir si par cas on peut voir quelque chose. Mais disons que c'est une hypothèse qui me paraît intéressante pour régulariser un ensemble. Ce n'est pas une preuve. C'est logique, mais est-ce que la logique n'est pas forcément historienne ou inversement? Ça expliquerait en tout cas, ça pourrait régler la question de l'accès pour ces sépultures de défunts. Alors, parce qu'il faut imaginer ce que c'est, soit par des échafaudages, soit par la partie supérieure, à la manière des dogons sur les falaises de Bandiagara, qui est une analogie, bon, un peu tirée par les cheveux, mais ça reste une analogie quand même. Oui, c'est vrai. Mais Christian en était ramené à ça, il n'y avait pas le choix. Alors, une chose intéressante aussi que j'ai été obligé de résumer beaucoup, c'est que dans ce qu'a vu Christian, il y avait une fréquentation jusqu'au XIVe siècle, d'après la céramique qui était là. Mais ça se répartit sur une assez grande hauteur de parois, mais en revanche, si on prend le détail du déroulé, c'est de l'ordre de 2 mètres, 2 mètres 50 maximum. Donc, ce n'est pas vraiment un flanc de falaise non plus, qui est entièrement occupé. Alors, bon, à voir. On va bien trouver un jour ou l'autre une preuve. J'espère, dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est une très bonne question. Je pense, enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est ma culture littéraire antiquisante, mais moi, ça me rappelle un peu les cultes à mystère aussi, quand même. D'une certaine façon, les cultes à mystère de l'Antiquité. Je sais que c'est honteux de dire ça dans le christianisme, mais et puis là, on a cette filiation souvent dans les églises rupestres d'un ermitage antérieur. Alors ça, des ermites dans des grottes, on en a beaucoup, beaucoup partout. Et ça donne souvent un culte et une église cultuelle. J'ai oublié de dire qu'on disait monolithe quand c'était entièrement creusé, c'est-à-dire qu'il y avait une seule pierre. Et que c'est ça que ça veut dire. C'est un peu moyen comme description, mais parce qu'il y a du creuset, parfois bâti devant aussi, ce qui est un peu le cas à Aubeterre d'ailleurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu pour cette obsession. Mais c'est pas simple non plus de bâtir une église. Hein. Bon, cela dit, si on voit certains prix que l'on a plus tard, c'est quand même pas si cher que ça.